Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pokédollar au cours duquel nous allons revenir sur les meilleures ventes du mois de septembre et croyez-moi, il y a eu du très lourd, de très belles choses pendant ce mois de septembre, des ventes absolument sensationnelles et j'ai vraiment hâte de revenir avec vous là-dessus. Habituellement, vous le savez, j'aime bien présenter les meilleures ventes du mois, pas uniquement les très grosses cartes, mais simplement les ventes qui m'ont le plus marqué. Ce mois-ci, j'ai fait une exception. Il va vraiment y avoir que des grosses cartes parce que franchement, on a été servi. Il y a eu des items d'exception, de véritables pièces de musée qui sont parties. Et quelle que soit la plateforme d'ailleurs, hein, vous le savez, habituellement je vous présente les ventes PWCC, et bien là il y aura d'autres plateformes comme Rare Candy par exemple. Un grand merci à Omerkun, mon Jerry, qui m'a d'ailleurs partagé pas mal de liens, pas mal de ventes ce mois-ci, donc il m'a beaucoup aidé, mine de rien, pour ce numéro de Pokédollar, donc cette vidéo lui est dédiée. Et bien je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec cette première carte, donc le Pikachu, le Poussifeu, excusez-moi, Poussifeu Star de la série X-Team Rocket Returns, plus particulièrement Rocket Gang Strikes Back, hein, puisque vous savez qu'en japonais le nom des séries n'est jamais exactement le même que la traduction occidentale. Et donc Rocket Gang Strikes Back, une série très appréciée, première série dans laquelle on pouvait retrouver des stars au Japon avec Poussifeu, Gobu et Arco. Poussifeu a toujours été une star particulièrement appréciée, mais vous allez voir qu'il y a eu une grosse surprise justement sur cette série X-Team Rocket Returns, ça sera la prochaine carte. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, j'ai été un petit peu surpris du prix de vente de ce Poussifeu, qui en fait s'est stabilisé, hein, il est resté en fait au niveau que l'on connaissait déjà, puisque l'historique fait état d'une vente à 5760 $, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Poussifeu reste stable, ça montre aussi d'un côté le fait que cette carte est très appréciée, ça fait partie des stars les plus appréciées, et donc eh bien dans un marché qui est assez fluctuant, où on a des baisses et des hausses de manière générale, eh bien les cartes comme ça, elles restent quand même très fortes. Et ça fait plaisir de voir des pivots, des piliers comme ça de la collection qui sont toujours très appréciés par les collectionneurs. Donc un prix qui est somme toute raisonnable, c'est une très grosse somme, hein, 5750 $, mais en tout cas c'est raisonnable. Ça montre que la carte eh bien, suscite toujours autant d'intérêt. Au niveau de la prévision, j'ai établi eh bien, une prévision à 6000 $. Pourquoi? Parce que je pense que la carte, en plus d'être rare, elle est surtout très populaire, et comme elle combine les deux facteurs gagnants du hobby, eh bien je ne la vois que monter dans les prochains mois. Donc je pense que ça sera une montée tout d'abord assez fine, en pente douce, et puis ensuite ça montera beaucoup plus. Population de 80, ce qui montre bien que la carte est quand même relativement trouvable. Pour du japonais c'est assez faible, hein, 80, puisque les cartes japonaises sont beaucoup plus facilement gradables en PSA 10 que les cartes occidentales, française et anglaise, donc 80 ça reste beaucoup sans être non plus énorme, hein, vous voyez, surtout pour une carte de l'époque. Et donc la carte est partie effectivement sur Rare Candy, donc l'application notamment démocratisée par Leonhart, hein, avec l'association tout simplement, l'application de Leonhart. Et elle est partie le 2 septembre 2023 pour 5750 $. Donc vous verrez que au cours de ce numéro de Pokédollar, eh bien je ne vous présenterai pas les cartes par ordre chronologique, mais plutôt par bloc de rareté. C'est-à-dire qu'on verra d'abord les stars, ensuite les brillantes et ensuite les très grosses cartes dans un deuxième temps, dans une deuxième partie de vidéo. Donc je ne vous les présenterai pas dans un ordre chronologique. Donc voilà, avec ce Poussifeu, pas énormément de surprises. Par contre, avec la deuxième carte que j'ai à vous présenter aujourd'hui, le Gobu, là, très grosse surprise. Illustration également de Fukuda, hein, comme toutes les stars, et ce Gobu est parti pour 8270 $, c'est complètement incroyable. Alors petite précision, comme il est parti le 23 septembre et que je tourne cette vidéo une semaine après, je ne sais pas encore si le Gobu a été véritablement payé, hein. Je sais que la carte est partie pour ce prix là, après vous savez sur
ces applications-là. On a pendant quelques temps, il y a marqué Payment Pending, ce qui veut dire que, eh bien, ils attendent le paiement de l'acheteur, et puis une fois que c'est régularisé, ils procèdent à l'envoi, etc. Ou alors ils mettent la carte dans un vault, dans un coffre, si l'acheteur ne souhaite pas la récupérer chez lui ou chez elle. Dans cette situation, je ne sais pas exactement si le paiement a été régularisé. Quoi qu'il arrive, la somme est absolument phénoménale et je trouve que ça vaut la peine eh bien, d'être dit. Surtout qu'au niveau de l'historique, on a une précédente vente à 3550 $, ce qui est véritablement classique. Enfin, moi, ça me paraît tout à fait raisonnable. Gobu n'a jamais dépassé Poussifeu. Poussifeu a toujours été parmi les 3 starters, en tout cas en star, hein, je parle bien, a toujours été la carte la plus recherchée, la plus rare, la plus chère, et donc c'est pour cette raison que je ne voyais vraiment pas Gobu passer devant Poussifeu un jour. Et c'est chose faite là, franchement 8270 $, j'étais hyper surpris par cette vente, si tant est que la carte soit payée bien entendu, mais c'est absolument incroyable. Alors à noter quand même qu'elle est partie donc le 23 septembre alors que Poussifeu c'était le 2 septembre, donc il y a eu quand même un écart d'une vingtaine de jours entre ces deux cartes là, mais ça reste assez sensationnel, un petit événement dans le monde des cartes stars. Donc au niveau de la prévision, à mon avis ça va quand même relativement baisser, 8270 c'est beaucoup trop pour cette carte, ou alors dans ce cas-là toutes les autres devraient monter également, hein, vous voyez. Population de 87, ce qui est un petit peu plus que Poussifeu qui est à population 80, donc c'est des cartes qui restent trouvables même s'il faut encore une fois mettre le prix. Donc la prévision, j'ai mis 6000 $, je ne serais pas non plus surpris de voir la prochaine vente de cette carte partir pour un 4000 ou 5000 $. À mon avis c'est plutôt sur ce prix là qu'il faut qu'on se base, mais ça reste assez intéressant à noter de voir parfois dans le hobby comme ça, il y a des choses qui se passent, on n'arrive pas à les expliquer, et donc cette vente m'a énormément surpris. Ensuite, nous avons eh bien un petit comparatif dont je voulais vous parler sur justement le Pyrolistar japonais. Alors ce Pyrolistar japonais, vous le connaissez sûrement pour la version que je vous présente assez régulièrement, la version Promo Play. Hein, je ne vous refais pas l'historique des tournois Promo Play qui avaient lieu à l'époque du Block X au Japon. Vous participiez à des matchs, vous gagniez des points. Lorsque vous passiez certains paliers, vous gagnez encore plus de points. Et ensuite, en fin de saison, vous pouviez échanger ces points contre des cartes. Vous pouviez avoir de cette manière le Pyrolistar Promo Play avec un petit P, un logo petit P donc en bas à droite de la carte. Ici on n'a pas ce logo là, on a le logo de la série Ex-Gardien du Pouvoir. Pourquoi? Tout simplement parce que cette carte a été publiée dans la série World Championships, donc WC. Au Japon, une série qui est sortie sur le tard, après l'édition en fait du début de Diamant et Perle. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est une série un petit peu à part, c'est pas vraiment Gardien du Pouvoir. Gardien du Pouvoir et Ex-Emeraude sont les deux séries du Block X qui n'ont pas été éditées au Japon. En tout cas pour Ex-Emeraude, on va dire que les séries occidentales ont voulu se rattraper sur pas mal de cartes promotionnelles japonaises qui avaient été éditées, et donc il fallait aussi éditer au bout d'un moment ces cartes en Occident, et donc on a fait un melting pot de toutes ces cartes, on les a regroupées dans une série, on a créé Ex-Emeraude. Avec World Championship c'est différent encore, c'est une autre série à part entière, mais qui est arrivée un petit peu sur le tard. Bref, tout ça pour dire que ce Pyrolistar existe en deux versions dans la World Championship, donc la version édition 1 et la version Unlimited. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que ces deux cartes sont parties à peu près en même temps, mais pour des prix assez différents. Surtout par rapport à la rareté justement, et c'est ça qu'il est intéressant d'analyser. Donc là vous êtes face à la version édition 1, donc la version First Aid de ce Pyroli en PSA 10 avec une population de 72, donc c'est quand même une population assez importante, ça veut dire qu'il y a pas mal d'exemplaires de cette carte en circulation. Et à côté vous avez la version Unlimited, toujours en PSA 10, donc dans le même état, mais avec une population de seulement 11. Vous vous rendez compte? On est ici sur du x7 entre 11 et 72, donc pas du tout la même rareté. Pour ceux qui ne le savent pas, en japonais, il y a beaucoup de séries justement où l'Unlimited est plus rare que l'édition 1, notamment sur le Block X, mais eh bien,
le logo édition 1 a toujours plu à énormément de collectionneurs et c'est la raison pour laquelle les prix sont toujours plus hauts sur de l'édition 1 que sur de l'Unlimited. Alors, on va pas dire toujours, mais on va dire dans la plupart des cas, hein, il y a toujours des exceptions à ça. Et ici, ça se confirme puisque 2627 $ pour la version First Aid, tout simplement en PSA 10, alors que 2425 $ seulement pour la version Unlimited en PSA 10, alors même que sur l'Unlimited, on est sur une population de 11 et sur le First Aid, une population de 72. Donc vous voyez bien, franchement, que dans Pokémon et dans énormément d'autres hobbies, mais je trouve intéressant de le rappeler de manière assez régulière, il y a deux piliers sur lesquels vous devez fonder votre analyse, c'est la popularité et la rareté. Si une carte possède uniquement un de ces deux piliers, eh bien il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas le meilleur investissement possible et qu'elle n'explose pas dans le temps. Vous avez par exemple des cartes promotionnelles japonaises très anciennes de 96, 97, 98, affreusement rares, mais qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas démocratisées, et donc leur prix n'explose pas, et on reste sur des 1000, 1500 $. Alors que ces cartes sont beaucoup plus rares que d'autres, qui partent pourtant pour des prix beaucoup plus importants. Voilà, donc il faut toujours garder en tête ces deux piliers, la popularité et la rareté. Si vous avez une carte qui combine ces deux facteurs, eh bien vous avez toutes vos chances pour que à l'avenir elle continue de monter sur sa lancée, puisque avec le temps elle devient de plus en plus rare. Et la popularité, elle ne la perd pas. Voilà, donc là malheureusement, le Pyroli Unlimited, il ne possède que la rareté, il n'a pas la popularité, et c'est la raison pour laquelle son prix ne décolle pas et n'arrive même pas à dépasser la première édition, alors même que sa population est de 72. Voilà, c'était à nouveau la petite analyse que je voulais vous faire sur ces Pyroli Star. On passe tout de suite à la carte suivante, donc le Dracofeu Star, vendu également sur Rare Candy, hein, donc de Leonhart, première édition. On a le petit logo en bas à gauche. En PSA 10, la carte est partie pour 17 673 $, donc c'est vraiment une très grosse somme. On a un historique de 12 000 $, ce qui nous montre bien que la carte a véritablement eu un gros up, hein, franchement passer de 12 000 à 17 000 a pris 5 000 $, c'est vraiment énorme, population de 72. Intéressant à noter que autant en français et en anglais, en US, le Rayquaza Star c'est incontestablement la star de série, hein, je précise bien de série la plus chère. Autant en japonais c'est pas forcément le cas, on est à égalité entre Dracofeu et Rayquaza. Rayquaza a souvent été devant quand même, mais là Dracofeu a pris quand même un sacré up. Ça s'explique notamment par le fait que la série Île des Dragons est beaucoup plus rare en japonais qu'elle ne l'est en français et en anglais. Nous on a eu pas mal de stock mine de rien d'Île des Dragons. En japonais c'est affreusement rare Île des Dragons, donc imaginez ouvrir des boosters Île des Dragons japonais aujourd'hui, bah, c'est pas facile du tout, et imaginez choper Dracofeu Star, c'est encore moins facile, et imaginez avoir cette carte en PSA 10, ça l'est encore moins. Pourquoi? Parce que les défauts majeurs, ça va être les problèmes de centrage, hein, très problématiques, et souvent les print lines, les défauts sur l'effet holographique. Donc très difficile d'avoir du PSA 10, ça peut expliquer ce prix, en plus c'est Dracofeu, hein, donc la carte pour le coup elle possède hein, les deux facteurs dont je parlais précédemment, popularité et rareté, et donc ça paraît assez logique que le prix décolle. Sur cette carte-là, j'ai fait une prévision à 15 000 $, parce que je pense néanmoins que 17 000, c'est un petit peu trop par rapport à l'historique qu'on a, vu que cette carte s'est quand même pas mal stabilisée entre 9 et 12 000 $ ces derniers mois. Je trouve ça un petit peu audacieux qu'elle monte à 17 000 et qu'elle reste à ce prix-là. On verra bien ce que l'avenir nous offrira, en tout cas population 72, ce qui est quand même assez bas pour du japonais, puisqu'on le rappelle, c'est plus facile à grader que des séries occidentales. Ensuite, nous avons un OO Crystal en PSA 10 première édition, également illustration d'Hajime Kusajima, qui est parti pour 3202 $. Donc ça, c'est assez intéressant à noter puisque c'est la seule baisse entre guillemets sur des cartes de série dont je voulais parler sur ce Pokédollar. C'est pas non plus une baisse énorme, hein. L'historique faisait état de 3600 $, donc on a une baisse peu au prou de 500 $ ici. Moi, je vois plutôt cette carte monter à l'avenir. Il y a un fort engouement autour des e-series en japonais ces derniers temps. Je trouve qu'elles ont le vent en poupe. Le Lugia est par exemple pas mal monté ces derniers temps. Je vois pas pourquoi le OO ne suivrait pas le même chemin, surtout que l'illustration est plutôt appréciée. Une vraie masterclass de Kusajima selon moi. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 3800 $. Hein. Je pense que la carte va retrouver des couleurs dans les mois à venir. On verra bien
à quel moment la prochaine vente aura lieu. Celle-ci, en tout cas, sur Rare Candy a eu lieu le 2 septembre, hein, donc au tout début du mois de septembre, avec une population de 184, hein, donc une carte quand même assez facile à trouver. On continue avec les brillantes, hein. On a fait les stars, ensuite on a fait avec le haut cristal, on a vu une cristal, et maintenant on passe au shining, les cartes brillantes. Alors attention, hein, il faut vraiment pas comparer les cartes brillantes japonaises avec les versions anglaises, voire même françaises, même si nous on a donc l'édition 1 qui est très rare sur Neo, vous le savez toutes et tous bien évidemment. En japonais, à cette époque-là, on n'a pas de édition 1, édition 2, hein, tout simplement, à l'époque de Neo, et c'est vraiment très rare de choper ces cartes-là. Autant nous, dans une display, on avait souvent la chance d'avoir 2 à 3 Shining par display. On avait tendance à dire que c'est à peu près la même rareté que les ex, donc une brillante tous les 12 displays, peut-être 14. Autant en japonais, c'est vraiment très rare et surtout très difficile à grader. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de problèmes de silvering essentiellement sur ces cartes-là, également le centrage qui peut laisser à désirer. Donc dites-vous que si vous avez du PSA 9 sur des Shining japonaises, c'est déjà très bien, c'est la norme en fait. Alors qu'en anglais par exemple, si vous avez 9 sur des Shining, c'est pas mal, mais c'est pas non plus la folie. Vous pouvez espérer quand même avoir du 10 en état sortie de booster, je parle. Ici, avoir du 10, c'est très compliqué et ça montre bien, enfin c'est révélateur du fait que très peu de gens dans le monde ont réussi à compléter l'intégralité des Shining en PSA 10 dans leur collection. Hein, c'est vraiment très rare. Je sais que Nasser avait réussi à le faire quelques années auparavant. Mais de manière générale, peu sont les collectionneurs qui peuvent se vanter d'avoir absolument toutes les Shining en japonais PSA 10, ce qui prouve bien la difficulté de choper ce genre de cartes. 8896 $, c'est un prix qui est quand même assez important, hein, on va pas se le cacher, c'est une belle somme. Par rapport à l'historique, on est à une petite baisse quand même, hein, 10 200 $, c'est le précédent historique que j'avais noté sur cette carte-là. À mon avis, elle mérite un petit peu plus, de par la rareté et la popularité de cette illustration aussi. Donc je vois bien cette carte monter à l'avenir, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 9500 $. Je pense qu'on va rapidement se restabiliser à nouveau aux alentours des 10 000 $. Population de 60, c'est vraiment pas énorme, hein. C'est vraiment pas énorme sur ce genre de carte. Donc voilà, c'est assez intéressant à noter. C'est pas, on va pas dire abordable parce que c'est une somme énorme, hein, quasiment 9000 $, mais en tout cas à mon avis ça fait partie des cartes qui n'ont pas fini de nous surprendre, loin de là, étant donné la difficulté d'acquisition, en tout cas en PSA 10. On continue avec le Tyrannosif. Alors d'ailleurs intéressant à noter, Tyrannosif et Mewtwo, ce sont deux cartes qui jouent un peu au chat et à la souris au niveau des Shining, que ce soit en US ou en japonais. J'ai souvent l'impression que les prix se suivent. Parfois le Mewtwo passe devant, parfois c'est le Tyrannosif qui passe devant. Les deux cartes sont également appréciées, hein, j'ai l'impression, au même niveau. Et c'est la raison pour laquelle on est vraiment sur les mêmes sommes, hein. Vous voyez ici, prix de vente 8538 $ sur ce Tyrannosif PSA 10. On était à 8800 $ sur le Mewtwo. Et au niveau de l'historique, on était à 10 200 $ pour le Mewtwo. Et là, 10 200 $ également sur le Tyrannosif. Donc vous voyez, on est vraiment sur les mêmes montant. Au niveau de la rareté, c'est la même chose, hein, population de 60 pour Mewtwo et 52 pour Tyrannosif. Tyrannosif est un petit peu plus dur à avoir en PSA 10, même si on reste dans le même ordre d'idées. Voilà, donc c'est pour ça que je vais suivre le même cheminement, le même chemin de pensée que Mewtwo. Je vais faire une prévision à 9000 $, on verra bien si l'avenir me donne raison. En tout cas, très intéressant de voir des Shining PSA 10 partir aux enchères, parce qu'encore une fois, ces cartes sont très rares et elles pop vraiment très peu souvent. Donc ne nous endormons pas sur les Shining japonaises, surtout PSA 10, ça serait mon conseil. Et donc là c'est parti sur Pokécolor. Encore merci à Jerry de m'avoir partagé l'information. On continue cette fois-ci avec les très grosses cartes. Ça y est, on y arrive. Il y a vraiment du très lourd qui nous attend dans la suite de cette vidéo. À commencer avec cette trophy, donc cette Pika numéro 3, la N3 donc du premier tournoi de 1997. Elle est partie pour 216 000 $. Ce qui est intéressant de noter sur cette carte, c'est qu'elle est pop 2 en PSA 8. Donc, comme je le précise ici sur le document, on a 5 Pikachu qui ont une note supérieure à PSA 8. Hein, donc, que ce soit du PSA 9
ou du PSA 10, mais en tout cas en PSA 8 elle est Pop 2, il n'y en a que 2. Et l'autre carte avait été vendue, l'autre exemplaire donc de ce Pikachu numéro 3, donc avec bronze, hein, finalement médaille de bronze. Eh bien, l'autre exemplaire avait été vendu il y a 4 ou 5 mois de cela, et on en avait parlé dans un numéro de Pokédollar, hein. Si je ne m'abuse, c'était le 4e numéro de Pokédollar que nous avions fait ensemble, et on avait effectivement vu une carte partir pour 300 000 $. Chose assez intéressante à noter également, c'est que l'autre N3 qui était parti à cette époque-là était ancienne étiquette, hein, puisque c'était une slab qui commençait par le chiffre 1, donc les premières cartes gradées par PSA, enfin les premières en tout cas, beaucoup plus anciens que maintenant bien évidemment, alors que cette slab-là, cet exemplaire-ci, eh bien, avait une certification, un numéro de certification qui commençait par 7. Je crois même que c'était 78 ou 79. Donc on est vraiment ici sur une certification beaucoup plus récente. Sur ce deuxième exemplaire donc de Pikachu N3 en PSA 8, hein, il n'y en a pas d'autres de toute façon, et donc c'est assez intéressant de noter, hein, que sur ce genre de carte, eh bien le fait que ce soit Old Label, New Label, hein, c'est-à-dire ancienne étiquette ou nouvelle étiquette, ça ne veut absolument rien dire. Nous en France, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, les étiquettes, ah ouais, si c'est une ancienne étiquette, j'achète pas, etc., etc. Sachez en tout cas que c'est un non-problème, hein, aux États-Unis. En tout cas sur PSA. Nous en France, c'est normal que ce soit un petit peu plus implanté dans la culture de par PCA, où effectivement il y a eu un changement de label et où on sait que à l'époque il ne gradait pas de la même façon que maintenant. Donc c'est compréhensible. Sachez en tout cas que sur les slabs PSA, cette idée-là est beaucoup moins présente de différentiel de prix entre les anciennes étiquettes et les nouvelles, a fortiori, d'autant plus lorsque nous sommes face à des trophies ou à des cartes extrêmement rares, qui de toute façon sont très rares, sont introuvables, sont des pièces de musée, des pièces de collection à part entière, et donc que vous ayez une ancienne étiquette ou une nouvelle étiquette, ça va pas changer grand chose à la carte, mais c'est le cas aussi, j'avais pu le remarquer, sur des stars, notamment, des stars qui partaient même parfois plus cher sur des anciennes étiquettes que sur des nouvelles, et j'avais pu remarquer ça avec des Shining et des Crystal également. Bref, parenthèse refermée, mais c'était au moins pour vous prévenir que cette histoire d'ancienne nouvelle étiquette, eh ben, c'est pas forcément très pertinent sur les étiquettes PSA. Donc, lorsqu'on est sur une carte Pop 2, c'est très difficile d'établir une prévision, de savoir si le prix est juste ou pas juste. À partir de là, de toute façon, on est dans une gamme de cartes qui est tellement rare et tellement des produits de luxe finalement, que c'est à l'interprétation de chacun, hein, de savoir si c'est un bon prix ou pas. C'est un petit peu ce que chacun est prêt à mettre dans ce genre d'item. Donc n'hésitez pas à me partager vos impressions en commentaire, n'hésitez pas à me dire si selon vous c'est un bon prix, si la carte aurait pu partir pour un petit peu plus, pour un petit peu moins. Voilà, j'attends vos avis dans les commentaires. En tout cas elle est partie celle-ci sur Goldin Auctions, hein, le 6 septembre 2023. Moi j'ai fait une prévision à 200 000 $, pardon. On verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas c'est très intéressant de voir à quel prix celle-ci est partie. Petite dernière information, hein, pour ceux qui ne le savent pas, les Pikachu numéro 1, numéro 2, numéro 3, donc or, argent et bronze, qui étaient distribués aux vainqueurs des tournois. Donc ce sont les mêmes illustrations pour les tournois de 97, de 98 et de 99. On va avoir seulement un numéro, un kanji qui va changer. C'est ce qui va nous permettre de différencier justement ces cartes-là, savoir si elles appartenaient au premier tournoi de 97, au deuxième de 98, au troisième de 99, hein, vous savez, Kamex, Lizardon, etc. Il y a eu pas mal de tournois différents. En tout cas, ici, on est sur une 97, une N3, donc numéro 3, avec la médaille de bronze, le trophée en bronze. En tout cas de 97, et donc c'est bien entendu les plus rares et les plus prisés puisque c'est le premier tournoi. En revanche, que ce soit une numéro 1, une numéro 2 ou une numéro 3, ça change pas grand chose au niveau du prix, puisque de toute façon ces cartes sont tellement rares, tellement prisées que vous ayez une 1, une 2 ou une 3, bon ça va pas changer non plus grand chose. On passe justement sur une N2 en PSA 10, hein, donc là vraiment énorme banger, carte exceptionnelle, non seulement que c'est une N2, donc une carte qui vraiment déchaîne les passions, qui est absolument magnifique, hein, donc
trophée en argent, mais en plus de ça, elle a la meilleure note qu'on peut espérer, c'est-à-dire PSA 10. Elle est dans un état de conservation, excusez-moi, irréprochable par rapport au tournoi de base. Donc c'est absolument exceptionnel. Elle est partie pour 444 000 $. J'ai pas d'historique à vous proposer ici récent pour justement comparer le prix de la carte avec potentiellement une autre copie. Au niveau de la population, justement, on est sur une POP 2 en PSA 10, il y en a 2. Si vous regardez sur le site de PSA, ils vont vous dire POP 3. Mais pourquoi ici j'ai mis cette petite information entre parenthèses? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un mislabel, en fait, il y a une carte qui a été injustement présenté comme une N2 de 97 et donc c'est un mislabel, hein. PSA s'est trompé entre le tournoi de 97 et 98, c'est pour ça qu'en réalité ici sur cet exemplaire là on n'en a que 2 de legit entre guillemets. Au niveau de la population, à mon avis on va encore monter parce que ici on est sur une vraie pièce de musée à part entière, c'est-à-dire c'est un tableau en fait, c'est une œuvre d'art, la carte est très très belle, mais au-delà de sa beauté, comment dire, on est dans une autre dimension, un autre univers, et à partir de là, pour moi, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond de verre, et je ne comprends même pas que la carte n'ait pas passé les 500 000 $, ça paraît des sommes énormes, déraisonnables, et ça l'est. Et ça l'est. Malgré tout, quand on est face à des items d'exception comme ça, bah, ça paraît normal qu'au bout d'un moment les prix s'envolent, surtout quand vous voyez qu'un Illustrator en PSA 9 part à peu près dans ces eaux-là, et que pourtant c'est quand même beaucoup moins rare que ça. Donc il y a cette idée de popularité dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il faut toujours prendre en compte, mais en tout cas, ça m'étonnerait que la carte s'arrête en si bon chemin, et je pense que son potentiel est absolument énorme, absolument énorme. Ensuite, on a eu une N1 qui est partie également. Donc vous avez vu, on a les trois. On a la N1, la N2 et la N3. Les trois ont été disponibles pendant le mois de septembre. C'est pour ça que je vous dis que c'est un mois de folie. C'est un mois complètement dingue qu'on a eu la chance d'avoir. C'est assez énorme pour le coup. Celle-ci est PSA 6, donc c'est ça qui va expliquer le prix de vente, bien évidemment. Malgré tout, 132 000 $, ça reste une très belle somme. C'est peut-être la PSA 6 la plus chère de l'histoire, qui sait. Mais pour une PSA 6, enfin pour Pokémon en tout cas, on parle pas des Sport Cards où il y a des PSA 6 qui partent pour beaucoup plus cher que ça. Mais pour Pokémon, je vois très peu, mine de rien, de PSA 6 qui sont capables d'atteindre ce genre de prix. C'est assez énorme, donc là c'est la N1, donc la Gold tout simplement, le numéro 1, le vainqueur du tournoi, avec qui brandit comme ça son trophée en or, donc c'est la consécration un petit peu de Pokémon, je trouve, ce genre d'illustration. Et donc elle est pop 1 en PSA 6 et effectivement comme je l'ai écrit entre parenthèses, il y en a 7 qui ont une note supérieure à 6. Voilà. Donc sur les 7 autres, eh bien ça se partage les grades entre PSA 7, PSA 8, PSA 9, vous avez compris l'idée. Mais en tout cas pour une PSA 6, 132 000, ça me paraît déjà pas mal. On a tendance à dire que la note influe assez peu sur le prix de ces cartes, étant donné que c'est une rareté incroyable. Après, il faut pas se leurrer, PSA 6, ça fait forcément beaucoup moins rêver qu'une PSA 8 ou une PSA 9, donc on peut comprendre aussi que les gens sont un petit peu plus réticents à mettre des 444 000 $ dans une carte qui est seulement PSA 6. Voilà. En tout cas, sachez que là, on est sur le summum de la rareté, et c'est assez marrant d'avoir pu être témoin de cette vente sur Goldin le 14 septembre. On continue ensuite sur une carte vraiment magnifique, donc le trophée Kangaskhan, le Kangourex Family Event, qui est parti en PSA 10 pour 144 000 $, donc c'est vraiment une superbe vente. C'est une carte que j'adore, au-delà de l'illustration de Ken Sugimori qui est vraiment très réussie sur ce Kangourex. Eh bien c'est l'esprit de cette carte que j'aime beaucoup en fait, parce que cette histoire de tournoi parents-enfants, je trouve que c'est très symptomatique de cet esprit famille que l'on retrouve dans Pokémon. Justement, les parents sont là pour accompagner leurs enfants. D'une certaine manière, eh bien, de temps en temps, les parents tombent eux aussi dans le bain. Ils se mettent à aimer Pokémon de la même manière que leurs enfants. Pokémon traverse les générations, on voit bien qu'il y a une transmission de père en fils, de mère en fils, de mère en fille, tout ce que vous voulez, de génération en génération, et je trouve que cette carte est très intéressante justement parce qu'elle symbolise ce lien qu'on a, ce lien familial qu'on a dans Pokémon.
Donc là, une PSA 10 qui est partie pour 144 000 $, c'est vraiment beaucoup, enfin c'est un très beau prix je trouve, même si ça reste quand même en deçà de la dernière vente que j'ai pu répertorier, puisque l'historique fait état de 175 000 $ pour une PSA 10, ça reste vraiment une somme absolument énorme. Sur du PSA 9, j'imagine qu'on doit se situer actuellement entre, allez disons, 70 et 80-85 000 $ peut-être. Donc il n'y a pas une différence si énorme que ça, il y a une différence quand même, mais pas si énorme que ça entre le PSA 9 et le PSA 10. On est sur une POP 12 en PSA 10, donc c'est vraiment très faible, bien évidemment, puisque c'est une trophy, mais d'un autre côté, c'est relativement élevé, hein, 12 en PSA 10, quand vous voyez certaines trophies qui ont une POP 1, POP 2, voire 0 en PSA 10. Au niveau de la prévision, moi personnellement je pense de toute façon que c'est une carte qui a de l'avenir, je l'ai toujours dit, je pense que c'est une illustration à avoir, à posséder dans sa collection. C'est une de mes cibles d'ailleurs au-delà de Noctali, mais Noctali on en reparlera un petit peu plus tard. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une prévision à 160 000 parce que je pense qu'elle va poursuivre sa progression et puis continuer à monter dans le temps, cette petite carte Kangourex. On continue avec une petite Tropical Mega Battle, une carte dont je vous ai pas mal parlé, surtout celle-ci, j'en ai déjà parlé dans un des précédents numéros de Pokédollar. Par contre, c'était pas une PSA 9, hein, je crois que c'était une PSA 8, voire même une PSA 7, celle que j'avais présentée lors d'un précédent numéro de Pokédollar. C'est la raison pour laquelle je ne vous mets pas ici d'historique, parce que sur ce genre de carte, la note a véritablement une importance, hein, pour le coup. Entre une PSA 8 et une PSA 9, on va vraiment avoir une grosse différence de prix. Elle est pop 2 en plus, celle-là en PSA 9, donc vraiment pas évident de faire une estimation, hein, d'émettre une cote. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une prévision à 50 000 $. J'imagine qu'on va plus ou moins se stabiliser par rapport à ce prix de vente, 53 691, qui est déjà un prix relativement élevé. Moi, j'ai toujours trouvé cette illustration marrante avec le petit Psychoquack sur son transat. Voilà, en tout cas, on connaît l'histoire de cette carte et je trouve que c'est un prix véritablement honnête en PSA 9, hein, pour cette illustration plutôt sympa. On continue sur un Léviator Snap. Alors, les cartes Snap, c'est toute une histoire, hein. On sait à quel point ces cartes sont rares et bizarrement depuis quelques temps on en voit beaucoup plus passer qu'avant. Là c'est l'année des snaps, hein, j'ai l'impression, avec évidemment la découverte de Magikarp et de Pikachu, des cartes snap qu'on n'avait pas vues, on les croyait perdues, on savait bien évidemment qu'elles avaient été éditées, hein. Pour remettre un petit peu de contexte, c'est le concours de photos Korokoro qui avait été organisé à l'occasion de la sortie de Pokémon Snap à l'époque. Et les meilleurs photographes, hein, ceux qui effectuaient les meilleures photos des Pokémon demandés, eh bien, avaient la chance de recevoir 20 exemplaires, hein, seulement 20 exemplaires du Pokémon qu'ils avaient photographié. Donc ici par exemple, vous voyez marqué en bas à gauche de la carte, photo Ryuichi Abe. Donc, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, en tout cas cette personne a, selon le magazine, selon le concours, effectué la plus belle photo de Léviator. Donc c'est pas une illustration, puisque c'est pas un dessin original, c'est simplement une photo tirée d'un jeu, hein, une photo prise directement du jeu Snap. C'est pour ça qu'il précise photo et non pas illus, pour illustration, tout en bas à gauche. Voilà, donc ceux qui effectuaient les mêmes photos, les plus belles photos, pardon, pour ce concours étaient récompensés et recevaient donc 20 exemplaires de la photo en question sur la carte en question. Pas d'autres exemplaires distribués au staff, pas d'autres exemplaires pour Game Freak, rien du tout, seulement les 20 exemplaires pour les gagnants du concours. Alors il y en a certains qui se sont très vite séparés de ces cartes-là, on pense notamment à celui qui a fait la plus belle photo de Ptitar. Eh bien cette personne a très vite, alors très vite c'est assez relatif, mais la personne s'est quand même débarrassée, le mot est fort, mais il a en tout cas vendu ses Ptitar, donc c'est la raison pour laquelle c'est la snap potentiellement la plus facile à trouver, même si sa population n'est que de 20. En revanche, on a des cartes qui ont été pas du tout vendues, qui sont restées dans les collections privées, peut-être que certaines ont été égarées, perdues malheureusement.
Mais en tout cas, eh bien, Pikachu et Magikarp, par exemple, existent, preuve du contraire, à un exemplaire chacune. Elles ont été récupérées cette année, notamment par Dupsy. Donc, on a vraiment énormément de choses qui se sont déroulées entre 2021, 2022, 2023 au niveau des cartes Snap, alors que pendant toutes ces années, on n'en avait pas retrouvé la trace. Voilà, donc c'est toujours intéressant à noter ce genre d'histoire. Et ici, ce Léviator, donc Snap, pour revenir à lui, qui est population 4, eh bien, en PSA 9 est parti pour 58 002 $ sur Rare Candy le 1er septembre. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir des résultats comme ça, des ventes de cartes Snap, parce que c'est pas tous les jours que ça se passe, étant donné la rareté ahurissante de ce type de cartes. On continue avec un Pikachu Illustrator, carte qu'on ne présente plus. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire du Pikachu Illustrator. Ce qui est à noter, ceci dit, sur cette carte, c'est qu'elle est sun faded, c'est-à-dire qu'elle a été exposée trop longtemps au soleil et que donc les couleurs ont un petit peu dépéri sur ce Pikachu Illustrator, qui est parti pour 289 200 $. C'est une très très belle somme tout de même. Ceci dit, j'avais trouvé un historique d'une PSA 7 qui était partie à 375 000 $. Donc là, on a un demi-grade de plus que la dernière fois, PSA 7,5 contre PSA 7, et pourtant le prix est plus bas, 289 000 $ contre 375 000 la dernière fois. Voilà, donc le fait que la carte soit sun faded, ça a peut-être joué en sa défaveur, c'est tout à fait possible. En tout cas, après, sur ce genre de trophy très très rare, très populaire et très recherché, forcément on a des ventes en dents de scie, ça dépend de ce que les gens sont prêts à mettre à un moment T. Elle est population 1, mais population 1, évidemment avec la note de 7,5, ce qui veut dire qu'il n'y en a qu'une seule gradée en 7,5, il y en a 18 en revanche qui ont une note supérieure à 7,5, c'est-à-dire 8, 9 ou 10, on sait qu'il y en a une seule en PSA 10. Voilà, au niveau de la prévision, j'ai fait une prévision à 300 000 $, on verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais ça me semble en tout cas plutôt raisonnable. On continue là avec quelques cartes CGC qui ont été vendues. Je trouvais ça assez marrant de vous en parler, d'autant plus qu'il y a quand même de très très grosses cartes qui ont été gradées par eux. Alors au niveau du CGC 10, en préambule, ce qu'il faut savoir, c'est que CGC a décidé de changer, de modifier son échelle de notation, de telle sorte que maintenant la plupart de leurs 9,5 peuvent être convertis en CGC 10. Ils ont un petit peu changé les critères de la quadruple notation, de telle manière que beaucoup de CGC 9,5 ont été transformés en CGC 10 Gem Mint, bien qu'ils fassent la différence entre le 10 Gem Mint et le 10 Perfect, ce qu'ils appellent Perfect chez eux, probablement quelque chose qui ressemble plus ou moins au Pristine chez BGS. En tout cas, voilà, c'est assez intéressant à noter. Après, au niveau du prix de vente, c'est pas folichon. Donc là, un demi-million de $, c'est énorme, on est tout à fait d'accord, mais on est bien entendu très loin du prix du PSA 10. Ça prouve bien que CGC 10 et PSA 10, c'est tout bonnement pas comparable. D'une certaine manière, c'est assez logique. PSA grade des cartes depuis je sais pas combien de temps. CGC existe depuis longtemps, mais ne gradait que les bandes dessinées, les comics, et choses comme ça. Jusqu'à assez récemment. Bon, CGC 10, c'est pas forcément non plus un grade qui fait rêver tout le monde. Il y a peut-être une certaine méfiance encore, il faut qu'il s'installe. Il y a pas mal de choses qui ont été faites et dites qui sont peut-être pas absolument parfaites au niveau de la communication. Il y a certaines choses qui laissent un petit peu à désirer. Et ensuite, on a eu également quelques problèmes. J'ai pu voir passer au niveau de CGC, au niveau de la gradation des cartes, avec des cartes qui n'auraient pas dû avoir la note en question. Par contre, jamais je ne leur ferai le moindre procès d'intention par rapport à ça, puisque toutes les autres sociétés de gradation qui existent sur Terre font aussi énormément d'erreurs au niveau de la gradation, PSA en premier. Donc ça, c'est pas un reproche qu'on peut imputer à CGC. C'est une entreprise qui, comme une autre, grade des cartes et qui donc est sujette aux erreurs. En tout cas, ce qu'on peut tout de même noter, c'est que le prix d'un CGC 10, lorsque c'est CGC 10 Gem Mint,
on peut considérer que c'est le prix d'un PSA 9 en réalité. Voilà, donc il y a quand même une dissonance qui existe entre les grades en faveur de PSA bien entendu, mais ce n'est pas très surprenant. Au niveau de l'historique, donc j'ai noté un historique entre 600 000 $ et 1 million en PSA 9. Alors pourquoi j'ai fait cette fourchette très large? Tout simplement parce que les ventes autour d'1 million de $ sur un Pikachu Illustrator PSA 9, c'était pas des ventes pures, elles étaient accompagnées d'un trade. Par exemple, vous aviez 500 000 $ de cash et 500 000 $ de cartes, donc c'était mi-trade, mi-cash. Donc forcément, c'est un petit peu différent qu'une personne qui met une grosse somme d'un coup et où il n'y a pas la partie trade. Donc voilà, en gros, on se situe dans cette échelle-là en PSA 9. Donc ça nous montre bien qu'une CGC 10 est quand même en deçà de ce type de montant. Au niveau de la PSA 10, bon, on a tous en tête l'histoire de Logan Paul qu'il avait racheté pour 5 millions. Après, est-ce que le prix est mérité ou pas? Ça, je vous laisse en débattre. Quoi qu'il en soit, on est encore sur un autre stade. Au niveau de la prévision, bah, j'ai établi 650 000 $. Je pense une montée fulgurante pour ce type de carte parce que, mine de rien, elle le mérite. Avec une population de 4 en CGC 10, mine de rien, ça fait 4 déjà qu'ils ont gradé en 10 CGC, donc franchement, ils sont forts hein, pour grader 4 Pikachu Illustrator en 10 en quelques mois. C'est vraiment pas mal. Voilà, donc c'était assez intéressant à noter. On continue avec le Dracofeu première édition en PSA 10 US qui est parti à 41 250 $, et ça c'est assez époustouflant de voir ça. Encore une fois, ça montre bien que un CGC 10 se rapproche beaucoup plus d'un PSA 9 que d'un PSA 10. C'est assez fou puisque eh bien, les dernières ventes de Dracofeu First Aid US PSA 10, on était plutôt aux alentours de 240 000 $, hein, comme je vous le montre dans l'historique. On a eu des montées à presque 400 000 $ lors de la hype, lors du confinement. Ça s'est restabilisé sous les 200 000 $. Maintenant, on est plus aux alentours de 220 240 000. Quoi qu'il en soit, 41 250, c'est vraiment pas beaucoup quand même pour une carte qui est notée 10 en soi, même si c'est CGC. Surtout quand on sait que la précédente CGC 10 était partie pour 54 000 $ quand même. Hein. Donc là, à nouveau, on a une baisse. Hein. On a une CGC 10 qui était partie il y a quelques mois pour 54 083 $ et celle-ci est partie pour 41 000. Donc elle a à nouveau perdu plus de 10 000 $. Bon, ça paraît assez étonnant. On est en tout cas sur une population de 19, hein, donc ça fait déjà 19 Dracofeu première édition qu'il grade en US PSA 10. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est probablement la carte anglaise la plus chère et comme beaucoup de lots du set de base en US... elles sont donc très rares ces cartes-là. On ne peut pas comparer par exemple la première édition du set de base US avec la première édition du set de base français. Hein, c'est pas du tout la même chose. Vous le savez, toutes les cartes First Aid du set de base sont shadowless, caractérisées par cette absence d'ombre sur les bords du cadre, mais également avec une police d'écriture qui change au niveau des PV et des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus prononcées, beaucoup plus puissantes au niveau de la surface holographique notamment. Donc ces cartes-là sont bien entendu très prisées, très recherchées, très rares, à différencier aussi du simple Shadowless, c'est-à-dire toutes les caractéristiques dont je viens de vous parler sans le logo édition 1 à gauche, et puis après on a l'Unlimited, donc l'édition 2, où là on est sur des cartes beaucoup plus classiques. Mais en tout cas, sur le First Aid, on est sur des cartes très rares, très recherchées. Et donc, voir cette carte partir en 10 pour 41 000 $, ça fait vraiment mal. Mais encore une fois, c'est du CGC 10, donc on ne peut pas le comparer avec du PSA 10, bien évidemment. On continue sur la même lancée en fait, hein, tout simplement avec donc ce Dracofeu No Rarity en CGC 10. Donc le No Rarity, vous le savez, c'est la première édition du set de base japonais. Vraiment, ça a été imprimé sur une très courte période. Ces cartes-là sont caractérisées par une absence de symbole de rareté, que ce soit l'étoile, que ce soit le losange, le rond, etc. Il n'y a pas ces symboles de rareté, et donc on était sur les tout premiers prints, tout début du set de base japonais. Et cette carte-là en CGC 10 est partie pour 57 500 $. Donc je vais pas vous refaire tout le speech, mais grosso modo, les arguments pour la carte précédente, c'est-à-dire pour le Dracofeu première édition du set de base anglais, sont exactement les mêmes ici. C'est-à-dire qu'en PSA 10, vous auriez peut-être une carte qui serait partie
pour 200 000 $, voire plus. Et là, en CGC 10, vous avez une carte qui part pour 3 fois moins, donc 57 500 $ pour les raisons précédemment évoquées. Donc on va pas revenir spécialement dessus. La seule chose sur laquelle on pourrait revenir tout de même, c'est que l'historique faisait état d'une CGC 9,5, hein, donc de Dracofeu No Rarity, qui était parti pour 93 750 $. Donc CGC 9,5, c'était Gem Mint, hein, donc maintenant ils ont transformé ça en CGC 10, donc finalement il n'y a pas de différence au niveau de la note, ça veut dire la même chose, c'est juste que maintenant ils ont décidé d'être un petit peu plus flexibles au niveau du grade. Toujours est-il qu'on a quand même passé, voilà, de 93 000, on est passé de 93 000 à 57 000, donc ça décrit quand même une chute assez importante sur une carte qui est population 2, hein, donc vraiment très très faible, mais c'est dû au fait que c'est particulièrement rare le No Rarity et surtout dans cet état. Ensuite, dernière carte que je voulais vous présenter pour ce numéro de Pokédollar, il s'agit du Mentally Promo Play en PSA 9 qui est parti pour 22 071 $. Donc ça va paraître beaucoup pour certains, d'autres vont dire « Oh, en fait, ça va ». Ce qu'il faut se dire avec ce genre de carte, c'est que le PSA 9 est pas ultra apprécié. Pourquoi? Parce que en fait ces cartes étaient très très bien conservées, enfin disons que lorsqu'elles sortent de leur petit sachet plastique qui était distribué à l'occasion du tournoi Promo Play, elles sortent quand même dans un état qui est globalement très bon, à part si la carte a été manipulée plusieurs fois et qu'on a joué les maracas avec le sachet. Donc ce qui va être intéressant en fait sur ces cartes là, sur ces promo play, c'est soit le PSA 10, soit lorsque l'exemplaire est encore scellé, justement dans son scellage d'origine, si tant est que la carte ait été bien conservée à l'intérieur, bien évidemment. Et donc sur du PSA 9, on est sur du 22 000 $, c'est quand même pas mal, mais sachez que Mentally et Noctali en ce moment sont en train de prendre une autre dimension, ils sont en train de vraiment bien monter. Ces cartes sont ultra appréciées, elles combinent la rareté et la popularité dont je vous parlais tout à l'heure. Surtout ce sont des illustrations emblématiques, les gens se mettent vraiment à beaucoup plus aimer ces exemplaires là plutôt que les versions low cost non holographiques de Pop 5. Donc c'est vrai que au fur et à mesure, elles vont devenir de plus en plus inaccessibles. Moi je vois personnellement les offres qu'on commence à me faire sur du PSA 10 et je me dis qu'on a encore passé un step, on a passé un cap. Et ça me fait plaisir donc d'avoir au moins pu sécuriser le Mentally en PSA 10 quand il était encore temps, ce qui n'est malheureusement pas le cas du Noctali. Voilà, donc population de 27 en PSA 9, hein, c'est vraiment très peu pour du PSA 9, donc imaginez où on en est au niveau du PSA 10. En tout cas, voilà, très intéressant à noter. Et on finit avec le Noctali. Voilà, c'est un joli pied de nez pardon, que je me fais à moi-même, puisque c'est la carte de mes rêves. Disons que c'est la dernière carte qui manque à ma collection pour que je la juge complète. Et plus le temps passe, plus les mois passent, et plus cette carte s'envole, plus elle part dans des dimensions qui deviennent inaccessible. Elle a longtemps été entre 80 et 90 000 $, hein, pendant 1 ou 2 ans. C'était encore le cas en 2021-2022. On pouvait même la trouver à 75-80 000 $. Et puis là, depuis quelques temps, elle s'envole. Elle a explosé le cap des 100 000 $ pour se retrouver ici à 135 209 $, avec un historique donc qui était à 90-95 000 $, on va dire, sur une vente privée, même s'il y en avait une aussi qui avait eu lieu à 90 000. Alors c'est peut-être un biais cognitif, mais j'essaye de me rassurer en me disant que le prix va peut-être un petit peu se corriger, se stabiliser, redescendre. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 110 000 $. Mais bon, après, c'est une carte super appréciée, en plus ici en PSA 10, donc c'est normal qu'elle arrive sur de très hauts prix. Je vois le Mentally s'envoler, je vois le Noctali s'envoler, et donc je me dis qu'on a à nouveau franchi un gap. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié ce numéro de Pokédollar. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un like. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux contenus. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.